Y a-t-il des opportunités dans le CAC 40? C'est ce qu'on va continuer à regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue notre revue des dossiers du CAC 40 pour ce mois d'août 2025. Alors, on part maintenant de AXA. On va faire BNP, Vinci, Crédit Agricole, Thales, Danone, Engie, Saint-Gobain, Société Générale et Dassault Systèmes. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US puisque l'outil ne donne pas la market cap en euros, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, VE sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court cash flow, la multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, ça va être intéressant à regarder ici parce qu'on a des banques, rendement des capitaux investis, donc plutôt pour les entreprises industrielles, rendement des fonds propres, ça c'est plutôt pour les entreprises financières, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, les free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Il faut se rappeler que les dividendes sont payés avec les free cash flow. Donc attention, il faut que les free cash flow soient à minima équivalents au bénéfice net pour que ce payout ratio ait un sens. Première entreprise de la liste, c'est AXA. Donc l'assureur numéro 1 français. Au niveau européen, je pense qu'ils doivent être dans le top 3. Il doit y avoir quand même Allianz devant. Peut-être des Suisses aussi, il faut regarder. Alors, bon, je suis pas fan des assurances, je vous le dis. Moi, c'est une industrie qui me semble compliquée, trop risquée et très difficile à analyser. Mais chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez investir dans AXA, vous pouvez le faire, sans problème. 99 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple qu'on va regarder pour les financières, c'est un multiple de court-bénéfice plutôt. Donc, on est à 12 en PE. Sur les financières, moi, je pense qu'il faut une marge de sécurité et il faut être en dessous de 10, absolument. Il faut aussi une décote sur les actifs tangibles. Alors, pourquoi? Quand vous regardez le bilan des assureurs et des banques, est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi, je n'y comprends rien. Donc, je prends ce que me dit le management en termes de valeur des actifs tangibles et j'applique une décote. Pour AXA, on n'en a pas. Donc, attention. En plus, dans le bilan d'AXA, il y a quand même, comme c'est un assureur, il y a beaucoup d'obligations de l'État français. Je ne sais pas si vous avez suivi l'évolution des taux d'intérêt, mais pour l'instant, c'est pas flambant. Donc, plutôt méfiant quand même sur les assureurs. 13% de rendement des fonds propres, c'est correct. Pour une financière, il faut absolument 10 parce qu'on est quand même, on a du levier financier. Alors, c'est pas affiché ici parce que sur les financières, le logiciel ne calcule pas le levier, mais on est sur un bon rendement des fonds propres, 13%. Rendement du dividende, 5,5%. Payout ratio à 64%. Donc, c'est soutenable à ce niveau. Je ne sais pas si ça va augmenter beaucoup plus quand même, puisque bon, voilà, on est quand même bien au-delà de 50%. Bon. Donc, AXA, pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité. Le seul intérêt du dossier, sans marge de sécurité, c'est plutôt le dividende, voilà, qui est quand même soutenable à ce niveau. Ensuite, BNP Paribas, la première banque française, une des premières banques européennes. Donc moi, c'est pareil, pour les banques, plutôt méfiant parce que c'est très compliqué à analyser. 99 milliards de dollars de market cap. On est sur une faible croissance en rythme annualisé sur 5 ans. De toute façon, le secteur financier en Europe, il est plutôt atone, plutôt mature, il bouge plus trop. On a une décote sur actifs sur les bénéfices nets, donc on est à 10, en moins de 10 en PE, on est à 8, donc ça c'est très bien. Décote sur actifs tangibles, 20% de décote sur actifs tangibles, donc ça c'est bien pour le coup pour BNP. En revanche, niveau qualité, dommage, on est en dessous de 10% de rendement des fonds propres. Avec le levier qu'ils mettent en place, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir 10% de rendement des fonds propres? C'est quand même dommage, donc un peu dommage sur cet aspect-là. On est à 6,8% de rendement du dividende qui est soutenable puisqu'il fait 52% et il rachète des actions aussi BNP Paribas. Donc, bon, attention, c'est une banque, il y a des risques, etc. Après, on peut se dire que les banques, too big to fail, de toute façon, alors, too big to fail, d'un côté, si l'État renfloue la banque, ce sera des augmentations de capital qui feront que les actionnaires seront complètement rincés. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Maintenant, c'est quand même un mastodonte. Ça, c'est très stable. Voilà. Ça peut être intéressant pour un rentier. Plutôt au moins, voilà, une optique rentier, je pense que c'est pas mal, BNP. Donc voilà, à considérer sur cet aspect-là. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Vinci, le spécialiste français du BTP et des concessions. On est sur 77 milliards de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 50. Donc c'est quand même fort comme croissance. Il y a une bonne part de croissance externe également. Vinci, ils sont maintenant assez spécialisés en fusion-acquisition. On est value sur les multiples. On est à 7 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 8 en free cash flow. C'est une entreprise qui dégage structurellement des free cash flow puisqu'il n'y a plus beaucoup de croissance organique, mais ils font beaucoup de fusion-acquisition.
Donc ça dégage du free cash flow. Donc le multiple le plus intéressant, c'est celui-ci, price to free cash flow, et on est value. Donc Vinci, c'est intéressant d'un point de vue value. 9% de rendement des capitaux investis, c'est hyper lourd en capital, cette industrie-là. Donc 9%, c'est bien. 2-3 fois les EBITDA en net. Donc attention, par contre, il y a beaucoup de dettes. C'est structurel à cette industrie-là. Comme il y a une activité concession, ils ont une bonne visibilité sur les cash flows de ces concessions, justement, autoroutières notamment, mais aussi aéroportuaires. Donc, ils ont des taux d'intérêt quand même qui sont attractifs pour ces activités-là. Donc, c'est pour ça que c'est pas non plus inquiétant d'être endetté à ce niveau-là. 4% de rendement du dividende, intéressant quand même à ce niveau. Et 56% de payout ratio, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Pour moi, Vinci, ça coche toutes les cases. Donc, vous êtes value et vous êtes intéressant aussi pour un rentier, avec un dividende bien soutenable. Il faudrait qu'ils baissent un petit peu la dette, mais ils sont, à mon avis, confortables avec ce niveau d'endettement, donc pas un souci. Vinci, c'est très bien. Allez, Thales. Donc maintenant, on est dans la défense. Évidemment, secteur porteur. Les budgets d'armement sont en augmentation en Europe. Donc, Thales et ses filiales vont en profiter. Toute l'industrie, d'ailleurs, va en profiter. 56 milliards de dollars de market cap. 3,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est bien, mais ça, c'est le passé. Là, je pense qu'on va facilement doubler la croissance sur les 5 prochaines années, sans problème. Ça se paye 17 en VE sur EBITDA, 46 en PE et 18 en presque free cash flow. Et ben, j'ai l'impression, alors il faut que je regarde, mais j'avais fait un focus récemment, mais j'ai l'impression que les multiples ont un petit peu baissé quand même sur Thales. Donc ça commence peut-être à être intéressant. Ça se paye encore cher quand même, cela dit. Mais si ça baisse un petit peu encore, je pense que du Thales, ça peut être intéressant sur le long terme. 9,6% de rendement des capitaux investis, rentabilité convenable, 1,2 fois les bidas en dette nette, donc ils font des acquisitions aussi, c'est pour ça que la dette monte de temps en temps, mais rien à signaler à ce niveau, c'est confortable. On est à 1,6% de rendement du dividende, pas très élevé, payout ratio élevé, 71%. Alors, on est sur une boîte qui, alors c'est compliqué, comment on peut dire ça, parce que la boîte, sur les 5 dernières années, elle avait beaucoup de cash flow, puisqu'il n'y avait pas de croissance, et donc le dividende est soutenable à ce niveau. Maintenant, elle doit réinvestir dans sa croissance. Et donc, est-ce que les free cash flow vont pas chuter au niveau des bénéfices nets? Et du coup, ces PE ratio, ça commence à être un peu tendu quand même. Donc, pour Thales, à mon avis, il faut pas compter sur le dividende. Il sera médiocre. Le rendement du dividende sera plutôt faible sur les années à venir. Donc, si on va sur du Thales, de toute façon, c'est plutôt pour une histoire de croissance. Donc, moi, je pense qu'il faut rester un peu en embuscade sur Thales, attendre un petit peu que ça se dégonfle. Et puis après, on pourrait revenir sur des multiples un peu plus intéressants. Allez, Crédit Agricole, la deuxième banque française. On est sur 56 milliards de dollars de market cap. 14,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, il faut que je ne sais pas d'où vient cette croissance élevée. Il y a possiblement une fusion. Je pense que là, c'est de la croissance externe. Si vous en savez plus, dites-moi en commentaire. Mais c'est pas de la croissance organique. 5 en PE. Ça se paye pas cher. Dis donc. On est à 0,8 en price to tangible book value. Donc là, on a 20% sur les actifs tangibles. Donc là, niveau value, on a nos marges de sécurité. C'est bien. On n'a pas le rendement des fonds propres, malheureusement. Alors, il faudrait calculer séparément. De mémoire, sur Crédit Agricole, était au-dessus de 10, donc c'était plutôt pas mal. 6,9% de rendement du dividende, pas mal. Donc ça, alors, on a 11% de bénéfices nets. Ça nous donne un payout ratio à la louche. Ça nous donne 3 milliards. 3 milliards de dividendes, 3-4 milliards. C'est soutenable par rapport aux bénéfices nets. Donc Crédit Agricole, intéressant pour un entier. Avec bien sûr les précautions d'usage sur les bancaires. Ensuite, on est sur Danone, donc leader français de l'agroalimentaire. On est sur 54 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a peu de croissance, c'est mature, ça bouge plus. Ils font aussi de la croissance externe. Il y a eu un changement de périmètre puisqu'ils ont perdu toute leur activité en Russie sur les 5 dernières années. Donc ça a impacté, évidemment. On est à 12 en VO sur EBITDA. Ça commence, alors c'est dans la zone raisonnable, mais c'est pas raisonnable pour une boîte qui n'a pas de croissance, qui est aussi mature. 25 en PE, 16 en Free Cash Flow. Bon, donc c'est une boîte qui maintenant est plutôt en génération de Free Cash Flow, puisqu'on n'a pas besoin de l'injecter dans la croissance organique qui n'existe pas. 7,7% de rendement du capital investi, c'est pas exceptionnel. On est à 1,9 en termes de dette nette sur EBITDA et 3% de rendement du dividende avec un payout ratio à 75%, mais Free Cash Flow plus élevé, donc en fait on est à 50%. Ce dividende est soutenable. Bon. Danone, il faudra attendre que là en fait ça se paye trop cher. Pour la qualité que c'est, je pense qu'il faut essayer d'attraper à 8 en valeur entreprise sur EBITDA et ça sera mon prix, quoi. Il n'y a pas du tout assez de croissance. Le dossier n'est pas hyper qualitatif. Alors, il y a un dividende qui est intéressant, mais voilà, c'est pas hyper qualitatif et ça se paye cher quand même, je trouve. Allez, Engie. Bon, il y a des dettes au capital, donc
Là, très compliqué ce dossier et en plus l'État est très gourmand en dividendes donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux éviter ce dossier. 54 milliards de market cap, on a 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 6 en VE sur EBITDA, 9 en PE. En termes de free cash flow, c'est négatif puisqu'on a alors il y a une dépense en capital importante, j'ai l'impression parce que il y a pas de free cash flow. Donc mais je pense que ça c'est ponctuel, hein, plutôt. Bon, oui, c'est value. OK, c'est value, mais bon, cette value-là, rarement les capitaux investis, convenable en termes de rentabilité. 2,6 fois l'EBITDA en net, c'est lourd, c'est très lourd. Après, bon, c'est une utilities, donc ils peuvent s'endetter à des taux d'intérêt attractifs. Donc ils s'endettent à moins cher que des entreprises cycliques, par exemple. Donc ce niveau-là est soutenable quand même. Vraiment les dividendes colossales, hein, 7,7%. Pourquoi est-ce que c'est aussi élevé? Parce qu'il y a l'État au capital et il veut ses dividendes. Mais il sabote, en fait, il sabote l'avenir de la boîte, hein, en pompant autant de dividendes. En plus, on a des free cash flow négatifs. Donc c'est n'importe quoi, je pense, en termes d'allocation de capital. Donc Engie, il vaut mieux en être à l'écart. Compagnie de Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, donc une belle histoire de, on va dire, de retournement, même si la boîte, elle allait bien, hein, mais à partir de 2020, ils sont vraiment recentrés sur les activités à plus forte marge. Donc ça a vraiment amélioré le profit de qualité de l'entreprise. 52 milliards de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a un impact aussi périmètre, hein, vu qu'ils ont cédé des activités. Ils ont cédé des activités, fait des acquisitions d'activités à plus forte rentabilité. Donc bien sûr, ça brouille un peu la lecture de cette métrique, mais je pense qu'il y a quand même toujours un bon fond de croissance organique sur Saint-Gobain, hein. Mais à mon avis, il y a du 3-4% de croissance organique et à ça s'ajoute la croissance externe, donc plutôt pas mal. En valeur entreprise sur EBITDA, ça fait quelques temps qu'on n'était pas aussi peu cher, hein. On n'a pas été aussi peu cher. Donc 7,4 en VE sur EBITDA, ça commence à être value. 16 en PE, 13,5 en price to cash flow. Il vaut mieux regarder les price to cash flow vu que c'est une boîte qui est mature. Moi, je trouve que maintenant, ça redevient value, hein. Il y a peut-être une opportunité sur Saint-Gobain si vous êtes un investisseur value. 9,7 en rendement des capitaux investis, c'est plutôt pas mal en termes de rentabilité. 1,6 en termes de dette nette sur EBITDA, donc soutenable. Donc, la dette qui monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions, ça c'est pas très grave. 2,4% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. Payout ratio à 38,5% avec des free cash flow plus avec le bénéfice net. Ce dividende, il va passer à 3% sans trop de problème. Donc, Saint-Gobain, c'est peut-être intéressant. Le timing est peut-être intéressant pour faire du Saint-Gobain maintenant. Pas un conseiller d'investissement comme d'habitude. Faites vos propres recherches. Et voilà, je vous donne mon avis en tout cas. Société Générale, la troisième banque française, et c'est pas la plus qualitative, hein, si on peut dire. 49 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a aussi des cessions d'actifs, hein, ils ont cédé beaucoup d'actifs, donc ça a impacté la croissance évidemment. En termes de price earning, on a la décote qu'on veut, donc on est en dessous de 10, on a 9 en PE, on a 30% de décote sur actifs tangibles. Donc plutôt pas mal. Après, le marché déteste le bilan de Société Générale, hein. C'est pour ça qu'il met une aussi forte décote sur actifs tangibles. En termes de rendement des fonds propres, c'est pas très bon, hein. 8,4 en rendement des fonds propres. Ça s'améliore, hein. Ça s'améliore, mais il faut du 10 quand même sur une banque. On a un levier de 10 fois quasiment sur les banques. Vous n'arrivez pas à générer des rendements des fonds propres plus élevés, c'est pas terrible quand même, hein. 2% de rendement du dividende, évidemment, parce qu'ils doivent prioriser, à mon avis, le renforcement de leurs fonds propres. Bon, payout ratio à 15,5%. Peut-être que ce dividende va augmenter par la suite sans problème. Bon, moi, j'ai du mal à trouver que Société Générale est qualitative. Regardez le rendement des fonds propres et il est trop bas, donc plutôt à l'écart. Dassault Systèmes, donc on est sur le logiciel, pour ceux qui ont fait un peu de méca, c'est CATIA par exemple, SolidWorks, c'est ce logiciel un peu de conception par ordinateur. 43 milliards de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 23 en VE sur EBITDA, 32 en PE, 24 en price to cash flow. Bon, c'est une boîte de logiciels, donc évidemment ça se paye très cher, la croissance commence à ralentir. Ce qui est très décevant sur Dassault Systèmes, c'est la rentabilité. Vous avez 9% de rendement des capitaux investis, c'est pas intensif en capital, hein, c'est du logiciel les gars, donc on n'a pas besoin d'injecter beaucoup de capital. Normalement, on devait être à 15% de rendement des capitaux investis. Donc pour moi, j'ai du mal à trouver que Dassault Systèmes est une entreprise qualitative. Cash net au bilan, et il y a beaucoup de cash qui s'accumule et ils en font pas grand-chose, j'ai l'impression. Donc il faudrait qu'ils le rendent aux actionnaires sous forme de dividende spécial, hein, ou de rachat d'actions. Enfin, les rachats d'actions à ce niveau de valorisation, c'est quand même pas intéressant. Il vaut mieux verser un dividende exceptionnel, à mon avis. Donc 1% de rendement du dividende, pas très intéressant, c'est soutenable, mais bon, c'est pas très élevé. Alors voilà pour cette revue. Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce que moi je mettrais? Alors, Vinci, très très bien. Je pense que là, on est sur un point d'entrée value. Saint-Gobain, très bien aussi. Point d'entrée value, ça c'est pas mal. Ensuite, si vous voulez faire la défense, il va falloir attendre un petit peu sur Thales, hein. Et après, donc si vous pouvez aller sur les financières, la plus qualitative, à mon avis, c'est plutôt Crédit Agricole. Voilà pour cette revue. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.